Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview et nous débutons la semaine avec Rudy Demotte. Bonjour. Bonjour Monsieur Grosfilet. Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'on appelle aussi communauté française quand on n'est pas tout à fait dans le coup. On peut toujours employer les deux mots. C'est son nom institutionnel. Ouais, c'est la rentrée aujourd'hui pour les étudiants du supérieur. Les étudiants et les profs, on en a vu quelques-uns dans le reportage dans le journal, inquiets du décret Marcourt. Vous les comprenez ou pas? D'abord, je voudrais leur souhaiter une bonne rentrée, parce que je sais que ça se fait pour les plus jeunes, mais à eux aussi. On va tout faire pour que ce décret donne une valeur ajoutée à chacun. Un des points cardinaux de ce décret, c'est de permettre notamment un dialogue entre les écoles supérieures et les universités, ce qui a sans doute manqué dans notre paysage, il fut un temps. Pour tout le reste, Jean-Claude Marcourt est le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Il est également quelqu'un qui est attaché au dialogue, donc je ne doute pas qu'on résoudra les problèmes. Ouais, le décret paysage, ce décret paysage, on en parle, qui prévoit, notamment c'est ça, hein, les critiques, c'est une moyenne de 10 sur 20 à la place de 12 sur 20 pour valider son année. C'est un nivellement par le bas ou pas? D'abord, c'est une des conséquences des réglementations européennes. Et ensuite, il faut rappeler qu'un jugement d'enseignant, un jugement de professeur, traduit par une cotation, peut toujours tenir compte du niveau. Si on dit effectivement qu'on veut faire franchir le cap à 10 sur 20, on sera d'autant plus sévère. On va coter plus sévèrement. Ma conviction, je suis également quelqu'un d'issu du monde de l'enseignement par ma famille. J'ai également moi-même pu enseigner. Je sais que quand on a la conviction que quelqu'un est bon, on lui donne la cote en fonction de sa qualité. S'il ne le mérite pas, il n'a pas la cote. Et sur l'objectif final, qui est donc de rapprocher les réseaux, d'élaguer un petit peu notre paysage universitaire, d'être plus efficace et surtout d'avoir une meilleure formation pour les jeunes, on va atteindre l'objectif? C'est pour nous une obligation de résultat. On sait bien qu'à l'échelon mondial, aujourd'hui, notre communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, pèse relativement peu. Donc avoir davantage de cohésion dans l'offre a du sens. Alors, demain, vous rencontrez des étudiants, si je suis bien informé. Oui. Vous allez à l'UCL. Je vais à l'UCL. Vous allez donner le premier cours de sciences politiques de l'année. Ça va être quoi le thème du cours de Rudy Demotte? C'est d'abord le contexte politique dans lequel nous sommes, dans le cadre de la 6e réforme de l'État. Aussi, ce qui se passe sur le plan fédéral, qui est quand même... On est presque, je vais le dire, devant un jeu d'apprentis sorciers. On a un risque réel devant nous. Les apprentis sorciers, ce sont donc les négociateurs de la coalition dite suédoise, c'est ça? Ce sont ceux... Moi, je n'appelle pas comme ça. C'est un hommage à la Suède qu'elle ne mérite pas. Il s'agit ici d'une coalition qui est à la fois nationaliste flamande et de droite, avec des alliances objectives. Mais donc, ce qui m'inquiète, c'est la sous-représentation évidente des francophones. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, 75% des électeurs francophones ne sont pas reflétés dans cette majorité. 20 députés seulement sur 85, c'est un risque majeur pour nous-mêmes. Oui, mais Rudy Demotte, vous aviez annoncé avant les élections et même après les élections que le PS n'irait pas avec la NVA à partir du moment où la NVA est le grand vainqueur des élections en Flandre. C'est pas logique qu'on essaye de faire une coalition avec elle et que ceux qui acceptent de lui parler en soient? Quand vous prenez les voix des partis flamands hors NVA, de la majorité sortante, on progresse de 160 000 voix en Flandre. C'est donc dire qu'on pouvait très bien poursuivre avec une majorité de ce type. C'est un choix politique qui a été émis certainement par le CDNV, appuyé aussi par l'attitude, je vais dire, docile du MR qui a accepté de jouer dans ce jeu. Oui, ce que vous reproche le mouvement réformateur, c'est de ne pas lui avoir tendu la main dans les régions et d'avoir facilité une tripartite classique où on aurait retrouvé les trois grandes familles sociales chrétiennes, socialistes et libérales. Donc, d'abord, et on aurait écarté la NVA. Dans le même temps qu'on a appris que des contacts avaient été pris dans d'autres sens. Il y avait des contacts avant. C'est ce qui se dit. Et donc moi, je n'étais pas dans ces négociateurs, je ne porterai pas de jugement. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que si on est dans un État qui effectivement reconnaît qu'il y a des élections différentes, on peut avoir des majorités différentes aux différents niveaux de pouvoir. C'est logique. Mais il ne fallait pas changer pour autant. Ouais. L'esprit de revanche n'est pas bon. C'est ça que vous allez donc dire demain aux étudiants? Non, je ne dirais pas ça comme ça. C'est un cours très politique, ça. Je vais structurer davantage ma pensée qu'en quelques secondes devant des téléspectateurs. Ouais. J'aurai donc un cours où je vais essayer de démonter un certain nombre de mécanismes. Alors, on va y revenir peut-être dans un instant. D'abord, je voudrais quand même vous poser une question sur l'autre rentrée, celle qui a eu lieu, pas cette semaine, mais il y a déjà une dizaine de jours, une quinzaine de jours. La rentrée pour le fondamental, pour le secondaire, tout s'est bien passé. On a
pas eu de problème de place cette année? Donc, les préfabriqués ont joué leur rôle? Donc on a heureusement vu monter en puissance le nombre de places, parce que c'est effectivement ça qui était problématique. Croissance de la démographie, essentiellement dans les grandes villes, Bruxelles, et pas seulement Bruxelles, Liège, Charleroi par exemple. Et on a augmenté l'offre. Sur Bruxelles, c'est 1300 places qui sont effectivement programmées et aujourd'hui en édification. C'était 800 places d'urgence. Demain, pour la suite des événements, c'est encore 700 places dans le fondamental. Donc on voit qu'un mouvement est en route. Et puis, ça permet aussi de limiter l'effet aujourd'hui sélectif du décret d'inscription. On me donne les chiffres de ce matin, on me dit qu'il resterait à peine une paire d'étudiants qui n'auraient toujours pas de réponse. Donc une paire, ça veut dire 2 élèves? Oui, ça veut dire 2. De 32, on passerait à 2 qui se signalent encore par leurs parents. Donc il ne reste plus que 2 élèves qui n'ont pas d'école dans le secondaire au jour d'aujourd'hui. On ne peut pas dire pas d'école. En fait, ce qui ne souhaitent pas une autre école que leur premier choix. Ça ne vous dispense pas de faire une évaluation du décret d'inscription? Oui, bien sûr. D'abord, que vous avez annoncé à plusieurs reprises et qu'on n'a toujours pas vu venir. Je garde de l'empathie par rapport à ceux qui ont fait des choix. Ils ne les obtiennent pas, c'est sûr. D'un autre côté, on veut aussi réétudier un certain nombre de choses, c'est-à-dire voir s'il n'y a pas des hiatus, des fonctionnements qui sont indépendants de la volonté du législateur, qui causent des soucis. Donc il y aura bien une évaluation du décret. Et donc nous allons faire tout ce que nous pouvons pour le rendre meilleur, donc, des corrections. si cela est possible, par des corrections. Vous avez 2 ministres avec des personnalités fortes dont on vient un peu de parler. Jean-Claude Marcourt pour l'enseignement supérieur, Joël Milquet qui est en charge de l'enseignement fondamental. On peut ajouter André Flahault pour le budget. Vous n'êtes pas un peu écrasé? Oh non, moi j'ai l'habitude des personnalités fortes. Et pour ça, il faut quelqu'un qui, effectivement, puisse mettre de l'huile dans les rouages, davantage que de l'huile sur le feu. Ça va être quoi le rôle du ministre-président? Ça va être de trouver des accommodements qui mettent en place les déclarations de politique communautaire. Alors, les accommodements, c'est quoi? C'est les voies et moyens. Parce que le grand débat qui va avoir lieu, ce n'est pas la question des personnalités. C'est comment, avec des moyens qui sont quand même relativement restreints, on va respecter une trajectoire budgétaire, tout en atteignant également les objectifs quand même nombreux en termes de mobilisation de l'enseignement supérieur et obligatoire. Ouais. Alors on a annoncé 140 millions d'économies à faire pour le budget 2015. Vous confirmez ce chiffre? Je le confirme. Ouais. Même si le bureau du plan n'est pas super optimiste sur la croissance, on reste dans cette épure-là. On va faire des économies où? Est-ce que Joël Milquet et son portefeuille dans l'enseignement vont devoir participer à l'effort, ou l'enseignement s'est immunisé, on ne touche jamais? Donc d'abord, l'enseignement reste une priorité pour nous. Maintenant, quand vous voyez les budgets, c'est à peu près 10,5 milliards d'euros. L'enseignement, c'est le gros paquet en termes de volume. Vous êtes là aux alentours de plus de 80%. Le restant, c'est les médias, c'est la jeunesse, c'est la culture, ce sont les maisons de la justice, ce sont les différents éléments aussi d'éducation permanente. Donc il y a quand même beaucoup. Eh bien, tout ça, c'est les 20% restants. Donc nous ne pourrions pas imaginer que les seuls qui vont entrer dans la logique de rigueur, on ne parle pas d'austérité ici, soient les secteurs hors enseignement. Mais l'enseignement, on peut très bien organiser, vu la masse qu'il constitue, un certain nombre d'optimalisations, c'est-à-dire regarder par exemple à ne pas doubler les options, etc. Des fonctionnaires qui partent à la retraite qu'on ne remplace pas? Ça, on le fait. Donc on va effectivement ne pas remplacer des fonctionnaires. On va aussi veiller à ce que quand il y a une offre, on évite les doublons pour permettre d'être plus présent sur le besoin. Donc tout ça permet aussi de gagner des moyens. C'est être efficace, gagner des moyens. Ouais, et on aura un enseignement qui sera plus en phase avec les priorités économiques des 2 régions? C'est un peu ça l'enjeu dans le futur? On n'a pas le choix, on doit d'ailleurs le faire avec détermination. On a aujourd'hui un enseignement qui, à l'échelle de l'OCDE, est reconnu comme très bon pour le haut du classement, mais qui malheureusement a de forts écarts. Or, ce qui nous fait perdre des points de croissance, ce sont ces écarts. Nous allons travailler là-dessus. Alors, on vient de parler du budget, on a parlé du fédéral il y a quelques instants. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à un moment ou à un autre, le fédéral revienne vers les régions et vous demande de revoir votre copie budgétaire? Nous allons jouer, nous, les entités fédérées, communautés et régions, la loyauté fédérale. Donc on va comprendre qu'il y a aujourd'hui des besoins en termes de crédibilité par rapport à l'Union européenne. Mais dans le même temps, il ne faut pas qu'on nous place sous les pieds des choses trappes. Parce que ça, ce serait inacceptable. Nous avons déjà notre part de l'effort à faire. Oui, il y a un risque. Nous sentons effectivement que dans la coalition, telle que je l'ai décrite,
les francophones ont une fragilité. Et puis, il y a aussi une volonté de mener une politique très à droite, qui pourrait atteindre notamment à l'appareil de l'État. Et l'appareil de l'État est utile aujourd'hui au redressement économique. Est-ce que vous avez rencontré les négociateurs de la Suédoise? Non, jamais. Il y a eu une invitation lancée en juillet, vous n'y avez pas répondu? Non, ça je n'y crois pas. Je crois que c'est vraiment une illusion et un piège, parce que la réalité est que dans la précédente négociation de formation de gouvernement, nous, les ministres-présidents, on a été invités dans les premiers. Ici, après moult semaines, la constitution des nouveaux exécutifs régionaux et communautaires, les déclarations de politique régionale, là, après le 21 juillet, on savait très bien l'agenda des ministres-présidents, on a fait semblant de les inviter. Vous nous et puis après, on vous a lancé une invitation au moment où vous n'étiez pas là. Oui, et tout le monde le savait. Et puis il n'y a pas que ça, il y a le fait que depuis on a dit on va inviter les ministres-présidents. Il n'y a toujours pas eu de carton d'invitation. Non, pas le moins. Donc c'est un peu comme le sketch du fakir avec Francis Blanche. Est-ce que vous le pouvez? Oui, nous le pouvons, mais on ne l'a jamais fait. Ouais, une dernière question. Quand Elio Di Rupo accorde un grand interview ce week-end, c'était dans le journal Le Soir, c'est pour rappeler que le PS est toujours disponible et que si la Suédoise ne se fait pas, on pourra toujours vous rappeler? Donc, Elio Di Rupo a d'abord rappelé les lignes, parce qu'aujourd'hui, on n'entend plus le Parti socialiste, puisque nous sommes prudents. Prudents pourquoi? Parce que la constitution de la majorité n'est toujours pas aboutie. D'un autre côté, nous pensons que les francophones courent un risque majeur. C'est un jeu qui est extrêmement dangereux. C'est une boîte de Pandore qui s'ouvre. Et le Parti socialiste a toujours été un parti responsable. Et donc ça veut bien dire que vous êtes disponible si la Suédoise ne se fait pas, on pourra vous rappeler. Mais le Parti socialiste est un parti qui aime effectivement marquer son empreinte progressiste et de gauche. Rudy Demotte, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est un de vos ministres que nous recevrons. C'est Rachid Madran, qui est secrétaire d'État désormais à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans un instant, la suite de vos programmes. 18h, le journal Marine avec Valérie Leclerc cette semaine. Et 18h20, le sport avec Arnaud de Spiegelard. Bonne journée.